Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inauthenticité de l'Est européenne. La montée va nous éclairer sur la russophobie persistante de l'Europe de l'Est. Et encore une fois, je n'oublie pas Katyn et autres horreurs perpétrées par les soviétiques, mais je n'oublie pas non plus que les dites classes moyennes qui forment aujourd'hui à l'Est le support de la démocratie à l'occidentale et ont piloté l'adhésion de leurs pays respectifs à l'OTAN doivent leur existence au système méritocratique communiste, à la prise en main de leur société par les Russes durant 55 ans. La haine de la Russie me semble témoigner d'une certaine inauthenticité. Faut-il y disceler de la culpabilité, le syndrome de l'imposteur? Je ne sais pas. J'ouvre ici une piste de recherche, même si dans un présent très immédiat, nous devons prendre au sérieux cette russophobie, celle de la Pologne notamment, que l'histoire lointaine n'exclut pas. Si la Pologne entrait en guerre contre la Russie pour soutenir l'Ukraine, ce sont des classes moyennes façonnées par la Russie qui l'amèneraient. Cette vision d'une démocratie polonaise générée en dernière instance par la transformation sociale de l'époque soviétique et des classes moyennes rucrénophones, également nées à l'époque soviétique, permettrait de comprendre pourquoi la Pologne et l'Ukraine ont pu à un moment oublier leurs différences historiques, se pardonner par amnésie l'époque pas si reculée que les Ukrainiens de l'Ouest et le centre étaient des serfs des seigneurs polonais. Alors, l'inauthenticité que j'impute aux classes moyennes de l'Est peut se nourrir d'une autre bizarrerie complémentaire, la réintégration des politiques populaires dans l'espace occidental leur fait retrouver leur statut de périphérie dominée. Spécialisée dans les activités économiques les plus ingrates au Moyen Âge, c'était la production agricole. À l'âge de la globalisation, c'est la production industrielle au service pour l'essentiel de l'Allemagne, au moment même où les classes ouvrières d'Europe de l'Ouest étaient anéanties par le libre-échange, se développait dans les anciennes démocraties populaires un prolétariat contre le stalinisme n'en aurait pas rêvé. Pour prendre la mesure de cette spécialisation industrielle, commençons par regarder la proportion de la population active travaillant dans le secteur secondaire en Europe occidentale. Considérons d'abord les pays les plus évidemment occidentaux. Au Royaume-Uni et en Suède, la part du secteur secondaire dans la population active est de 18%, en France de 19%. En Allemagne et en Italie, deux pays qui ont mieux résisté à la désindustrialisation et gardent du respect pour le travail manuel, le secteur secondaire est plus important. 27% en Italie, 28% en Allemagne. Mais lorsqu'on gagne l'Europe de l'Est, ce qui est plafond à l'Ouest devient plancher. En Slovénie, l'industrie occupe 30% de la population active, tout comme en Roumanie, en Macédoine du Nord, en Bulgarie, en Pologne et en Hongrie 35%, en Tchéquie et en Slovaquie on monte à 37%. Que signifie au plus profond cette spécialisation industrielle? Tout simplement qu'identifier l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest a quelque chose de faux et à nouveau d'inauthentique. L'intégration de l'Union européenne de ces pays, certes démocratisés, mais avec leur classe moyenne issue de la méritocratie communiste et leur prolétariat de la globalisation, n'a pas été l'injonction aux États-nations ouest-européens d'États-nations leur ressemblant. On a au contraire introduit dans l'espace européen de l'Ouest des sociétés dont l'histoire a été différente, et l'Est resté entre cette différence ne faisait même dans certains domaines que s'accentuer. L'explosion de la russophobie, concomitante à la volonté d'intégration de l'Union européenne et de l'OTAN, loin d'exprimer une véritable proximité avec l'Occident, revient à nier la réalité historique et sociale. Cette russophobie s'est épanouie alors même que la Russie se retirait sans combattre et même
avec une certaine élégance. Elle persiste alors que les dirigeants russes, trop heureux d'être débarrassés de satellites qui, entre 1945 et 1990, s'avèrent des boulets, n'avaient autre intention d'y réexpédier leurs chars. Dominique de Villepin m'a confié un jour, entre 2003 et 2004, je ne me souviens plus, au moment où Poutine, Schröder et Chirac s'opposaient ensemble à la guerre d'Irak, Poutine leur avait dit en substance, oui, effectivement, pour nous, en Russie, actuellement, c'est assez difficile. Mais quand même, ce qui nous console, c'est que ça va être à vous de gérer les Polonais. Poutine était optimiste. On ne sait aujourd'hui si la Pologne a envoyé 10 000 ou 20 000 volontaires en Ukraine où ils affrontent l'armée russe. Relisant par hasard, après avoir écrit ces lignes qui lui permettent de faire cette vidéo, l'avant-propos de David Schombaum à la réédition française de La Révolution brune, son livre génial sur la démocratisation sociale de fait de l'Allemagne réalisée par le nazisme, j'y trouve cette intuition étonnante pour la Pologne post-communiste, la Hongrie et peut-être même la Slovaquie, c'est une toute autre affaire que l'Allemagne de l'Est. Fortement agraire, féodale, de la même manière résidentielle, farouchement antisémite, autoritaire et irrédentiste avant la guerre, elles ont émergé de 4 décennies de communisme et d'hégémonie soviétique qui ont succédé aux conflits aussi normales et différentes que la République de Bonn sous Adenauer avait pu l'être de l'Allemagne du Kaiser ou de l'Empire hitlérien. Je n'ai ni la qualification ni l'énergie requise pour me lancer dans une étude de la Révolution rouge et de son impact sur l'Europe post-communiste, mais si le présent livre pourrait mettre en mouvement l'imagination d'un chercheur, j'en serais heureux. Je suis pour ma part stupéfait de voir évoquer dès l'année 2000 une modernisation de l'Europe de l'Est par la domination soviétique et donc russe. L'intuition pragmatique de Schombaum, à qui je dois tant intellectuellement, je me rends compte maintenant, me confirme dans l'idée que la russophobie persistante des anciennes démocraties populaires pourrait tout simplement résulter d'une dette historique, inconsciente et refoulée, inacceptable, inadmissible envers l'ancien occupant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.